Howdy folks, aïe aïe aïe, deux faux et usage de faux d'affilée, rien ne va plus. Bon, j'espère qu'avec un titre comme ça, j'ai bien attisé votre curiosité. Aujourd'hui, on va parler d'esclavage. Et avant d'aborder le sujet plus en détail sur la chaîne, je voudrais commencer par vous confier 4 choses que l'on n'apprend pas à l'école, mais qui sont pourtant vraies à propos de l'esclavage aux États-Unis. Tout est sourcé en description si vous souhaitez explorer le sujet davantage. Vous êtes sur The American Dream, et regardez Faux et usage de faux, l'émission où l'on démonte, confirme ou infirme des idées reçues sur les US. Allez, on commence par le point numéro 1 pour bien poser les bases. Tous les esclaves n'étaient pas noirs. Allez, boum, ça y est, j'ai trigger la moitié de YouTube. Mais pourtant, au XVIIe siècle, le territoire qui deviendra les États-Unis est encore sous contrôle britannique. À l'époque, il était pratique courante de s'engager en servitude consentie, appelée indentured servitude en anglais. Le deal était de consentir à travailler dans les colonies pendant un certain temps en échange du voyage. La pratique était si courante qu'on estime que la moitié de la population des 13 colonies britanniques venait de ce système de servitude consentie au moment de la Révolution américaine. Alors vous allez me dire, ce sont pas vraiment des esclaves, personne les a mis sur un bateau de force pour aller ramasser de la canne à sucre. Je vais mettre de côté les anecdotes comme quoi ces gens étaient trompés et forcés à s'engager. Le livre White Cargo de Don Jordan relate et source certaines de ces histoires. Mais au lieu d'entrer dans un débat d'anecdotes, parlons des conditions de ces engagistes, et je vous laisserai ensuite vous faire votre propre avis sur le fait qu'on puisse les considérer comme esclaves ou non. Les engagistes passaient un contrat avec un employeur pour une durée spécifique en échange du voyage. Il leur était fourni un logement, mais pas de salaire. Leur employeur pouvait restreindre leur activité et vendre ou transférer le contrat comme bon leur semblait. De nombreuses anecdotes relatent des abus et même des contrats qui n'auraient pas été honorés. On verra d'ailleurs un exemple en fin de vidéo. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que la pratique du travail forcé était très courante dans les colonies. Il y avait un besoin de main-d'œuvre, et pour les colons propriétaires d'exploitation, il était possible d'acheter des esclaves et également des contrats de servitude volontaire. Peu importe comment vous appelez ça, ici on parle de gens qui sont vendus et contraints à travailler. Dans les deux cas, il y avait des abus et des maltraitances, et dans les deux cas, ces travailleurs avaient un chemin vers l'affranchissement. Moins de moi l'idée de minimiser l'asservissement de l'Afrique aux États-Unis, on y reviendra dans une autre vidéo, mais les faits sont les faits. Le travail forcé et la vente de main-d'œuvre n'étaient pas qu'une question de race. C'est comme souvent une question de classe. Les plus influents et les plus riches mettaient en place des systèmes pour exploiter leur capital, et qu'on appelle ça de l'esclavage ou de l'asservissement volontaire, on parle en fait de la même chose. Des hommes avec un grand H qui sont vendus pour être forcés à travailler. D'ailleurs, comme souvent, on peut voir à quel point le sujet dérange en analysant les blogs de bien-pensants qui essayent de rétablir le narratif progressiste. En première page de Google sur le sujet, j'ai trouvé un cas d'école. Un article Medium, rédigé par Liam Hogan, et dont toutes les publications sur internet tournent autour du mythe des esclaves irlandais. Dans cet article, dont le lien est en description, Liam parle d'un tweet en réponse à un commentaire de Kamala Harris, suggérant que les premiers esclaves en Amérique étaient irlandais. Liam Hogan n'est pas d'accord et admirait maintenant sa déconstruction malhonnête en 3 étapes. Première étape, pinailler sur les mots plutôt que sur le fond. Son premier argument, les Irlandais étaient envoyés en servitude consentie et non en esclavage. Mais bon, comme on l'a vu juste avant, ça reste de la servitude. Ensuite, deuxième argument, ce n'étaient pas les premiers à être envoyés puisque les premiers étaient anglais et non irlandais. Bon là, ça pinaille vraiment sur les mots. Reste que des blancs étaient vendus dans des plantations en Amérique. On s'en fiche qu'ils étaient anglais et pas irlandais. La prémisse du tweet reste vraie. Allez, deuxième étape, dire que c'est pas pareil que l'esclavage en invoquant des arguments d'autorité. Il cite alors John Waring qui a écrit un livre dans lequel il dit « La servitude volontaire n'était pas de l'esclavage ». Ok, super, moi aussi je peux en citer des bouquins. Bon, dans la suite de l'article, il nous dit que l'esclavage des populations noires était plus sévère que la servitude volontaire des Irlandais. Ce que personne ne remet en cause d'ailleurs. Ok, très bien, modifions le tweet alors et disons les premiers travailleurs forcés et vendus aux plantations étaient britanniques. Ça change pas grand chose, ne vous inquiétez pas. Liam passe à l'étape 3 pour quand même avoir raison. Troisième et dernière étape, pour avouer qu'on a tort mais quand même avoir raison, diaboliser son adversaire. Liam Hogan dit alors « Avoir conscience des motivations politiques derrière une affirmation est aussi importante que le processus de fact-checking en lui-même. » Ah, nous y voilà. Dire que les premiers hommes envoyés en travail forcé dans les colonies américaines étaient britanniques peut être vrai, mais en fait ce qui compte, ce sont les conséquences politiques de ceux qui utilisent ce fait. Voilà pourquoi il ne faut pas en parler. Liam continue avec du name-dropping pour finir de diaboliser l'idée pourtant vraie qu'il y avait des esclaves irlandais en Amérique. Regardez comment en 3 paragraphes il arrive à sataniser l'argument de ses adversaires. Les réactionnaires de droite qui rejettent l'histoire de l'esclavage racial. L'extrême droite qui exagère, transforme en arme et décontextualise. Raciste, suprémaciste blanc, néo-nazi. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Bref, le classique. Associer des noms radicaux pour que la personne un peu neutre et naïve se dise que cette histoire d'esclavage blanc est forcément fausse, mais sans jamais avoir à le démontrer. Pire encore, il démontre dans son article que la déclaration est vraie, mais que puisque c'est utilisé par l'autre camp politique, alors il faut l'ignorer. Il y a maintenant un article Wikipédia sur le mythe des esclaves irlandais. L'article, bien entendu, admet que les Irlandais étaient vendus en travail forcé dans les colonies, mais se concentre sur le fait que le fait historique est utilisé par certains pour minimiser la gravité de l'esclavage aux US. Qu'on soit bien clair, je suis pas là pour minimiser l'esclavage et le commerce triangulaire. Je rappelle juste un fait historique et remis en cause par personne que les Européens étaient vendus en servitude volontaire en échange du voyage vers le Nouveau Monde, et qu'une fois sur place, ils n'étaient pas libres et dans certains cas jamais affranchis de leur contrat. Allez, on va passer au point numéro 2, sinon ça va finir par devenir sa propre vidéo. Punto numéro 2, donc, les républicains représentent le parti des racistes.
On entend souvent celle-là, le parti de Donald Trump est raciste et l'a toujours été. Déconstruisons. Le Parti républicain a été créé en 1854 en réponse au Kansas-Nebraska Act, qui autorisait l'esclavage dans les grandes plaines américaines. Le parti a été créé par des protestants anti-esclavage, et son premier membre accédant à la présidence était Abraham Lincoln, bien connu pour avoir réunifié le pays après la guerre civile et avoir aboli l'esclavage. Le Parti républicain de Lincoln a donc été créé dans le but d'arrêter l'esclavage. Mais qu'en est-il de la suite? La ségrégation raciale a continué de sévir dans le sud des États-Unis jusque dans les années 1960. Durant cette période, ce que l'on appelle les lois Jim Crow discriminaient les gens de couleur. Il s'agit là de vraies lois ou bien d'institutions, notamment la justice, qui perpétuaient des discriminations en fonction de la couleur de peau. Jim Crow a continué aux États-Unis entre l'abolition de l'esclavage et la programmation du Civil Rights Act de 1964, qui interdira définitivement la discrimination raciale aux États-Unis. Tous les États du Sud avec ce type de loi et de coutumes étaient contrôlés par les démocrates. Les démocrates d'entre 1865 et 1964 perpétuaient donc des discriminations raciales qu'ils prêtent aujourd'hui aux républicains. Alors, est-ce que les deux partis se seraient échangés? Est-ce que les démocrates auraient soudainement arrêté d'être racistes et les républicains se seraient poussés des ailes de Jim Crow? Bien sûr que non. Dans les années 1960, les tensions raciales aux États-Unis sont au maximum. On connaît tous le célèbre discours de Martin Luther King. I have a dream. Bref, à l'époque, beaucoup d'analystes pensent que le pays est au bord d'une nouvelle guerre civile. Le président Johnson, un démocrate, pousse alors au Congrès ce qui deviendra le Civil Rights Act de 1964. L'acte est passé au Congrès avec 70% de voix pour et seulement 30% de voix contre. 80% des républicains ont voté pour, contre seulement 61% des démocrates. Johnson était un raciste convaincu, ça personne ne le remet en cause. En passant au Civil Rights Act, il transforme la lutte des races aux États-Unis en lutte des classes, et c'est toujours ce combat qui anime l'opposition des partis républicains et démocrates aujourd'hui. Je vais pas rentrer trop dans le sujet parce qu'on va sans doute faire une vidéo trigger warning sur ce topic. Si vous le savez pas, trigger warning c'est notre série de vidéos d'opinion, donc inscrivez-vous si vous voulez pas rater ça. Dans notre vidéo, là, on va rester sur des faits bien documentés et rester à l'écart des spéculations. Conclusion donc, le parti républicain a été créé pour s'opposer à l'esclavage. Après l'abolition, le sud des États-Unis est resté profondément raciste avec des lois et des coutumes visant à discriminer les gens de couleur. Ces États étaient contrôlés par les démocrates qui s'assuraient de garder les lois racistes en application. En 1964, il y avait 91 députés démocrates dans le sud et 11 députés républicains, et 21 sénateurs démocrates pour un député républicain. En 1964, le président Johnson, un démocrate, a poussé le Civil Rights Act, qui vise à interdire la ségrégation raciale aux États-Unis. Les républicains ont voté pour ce projet à 80% contre seulement 61% des démocrates. Aujourd'hui, les États du Sud sont majoritairement contrôlés par les républicains depuis la présidence de Ronald Reagan. C'était un républicain qui a beaucoup poussé les valeurs traditionnelles, famille, patriotisme, entrepreneuriat qui résonnent beaucoup avec le sud chrétien des États-Unis. Depuis la fin des années 60, les républicains ont pris de l'influence dans le sud du pays et cette période coïncide avec la fin de la ségrégation. D'ailleurs, demandez-vous où se passent toutes les histoires de racisme aux États-Unis en ce moment. George Floyd, Minnesota, État démocrate. Breonna Taylor, Louisville, Kentucky, le seul district de l'État dirigé par les démocrates. Où se trouvent les émeutes? Des comtés démocrates. Allez, c'est parti pour le point numéro 3. Non mais je vais jamais être monétisé si je vous lis ça. Ah mais c'est mort, attends, je vais me faire strike et j'ai pas Red Shadow Legend pour me sponsoriser. Bon allez, c'est parti, point numéro 3. Les Indiens d'Amérique avaient eux aussi des esclaves. Faut dire que le narratif de l'homme blanc qui vient oppresser Pocahontas est tellement dominant qu'on en oublie de se poser la question. Et oui, les Amérindiens utilisaient depuis toujours des prisonniers de guerre d'autres tribus comme main-d'œuvre gratuite. Avec l'arrivée du marché des esclaves dans les colonies, beaucoup de ces tribus du sud-est ont alors acheté des esclaves. En 1860, suivant la tribu, on pouvait compter entre 10 et 20% de la population étant des esclaves. Le ratio était de 13% dans le reste des US. Beaucoup d'historiens disent aujourd'hui que ces tribus ont adopté l'esclavage pour être acceptés par les Européens, et qu'ils n'étaient dans le fond pas racistes. Ouais, dans ce cas il faudra m'expliquer pourquoi, durant la guerre civile, les 5 tribus civilisées, terme qui regroupe les 5 tribus avec des contacts permanents avec le gouvernement fédéral, seront l'allié du Sud, démocrate et esclavagiste. Après la guerre civile et le passage du 13e amendement qui abolit définitivement l'esclavage aux US, il faudra 8 mois de négociations avec ces tribus pour enfin en terminer avec l'esclavage sur le territoire américain. Tout ça pour dire que les Amérindiens ont bénéficié de l'esclavage comme les colonies britanniques et la République américaine naissante. Preuve encore une fois que la question est bien plus complexe qu'une histoire d'hommes blancs qui oppressent des minorités. On en vient donc au point numéro 4. Des hommes noirs libres avaient eux aussi des esclaves. Ouais, de toute façon j'ai fait une croix sur ma monétisation donc j'ai plus rien à perdre. Encore une fois, toutes mes sources sont en description et j'essaie pas de minimiser l'esclavage des populations noires, juste de montrer la big picture parce que la question est bien plus compliquée qu'elle n'y paraît. Point numéro 4 donc, des hommes noirs libres détenaient des esclaves noirs. Lors du recensement de 1830, on comptait 320 000 hommes libres aux États-Unis, soit 13,7% de la population. Parmi ces 13,7%, 9% détenaient eux-mêmes des esclaves. C'est une minorité certes, mais ça fait presque 4% des esclaves aux États-Unis en 1830 appartenant à des propriétaires noirs. D'ailleurs, on va remonter un peu plus loin dans l'histoire. En 1654, presque 200 ans plus tôt, on retrouve la première décision de justice impliquant une dispute de propriété sur un esclave. Surprise surprise, le propriétaire, Anthony Johnson, était un noir libre possédant 100 hectares de terre en Virginie. Dans cette dispute, Johnson, homme noir, reconnu comme libre puisqu'il s'est présenté devant un juge pour défendre ses droits, se bat pour faire reconnaître son droit de propriété sur un autre homme noir avec qui il avait signé un contrat de servitude volontaire.
Tiens, ça ressemble à notre histoire d'esclave irlandaise. Oubliez les races pendant une seconde. En 1654, on a donc l'histoire d'un homme ayant signé un contrat de servitude volontaire et dont le propriétaire refuse de le libérer après 7 ans de service. La Cour de justice a retenu en appel que l'esclave était bien la propriété de Johnson, l'esclavagiste noir. Ceci est la première jurisprudence sur le sujet de l'esclavage dans les colonies. On a ici un homme noir qui a fait reconnaître par les autorités sa propriété sur la vie d'un autre noir à qui il avait fait signer un contrat de servitude volontaire bidon. Alors, est-ce que tout ça change pas un peu votre perspective sur ce que vous pensiez savoir de l'esclavage aux États-Unis ? Ces 4 points m'ont vraiment étonné parce qu'en bon français de l'école publique, on m'avait nourri du narratif de l'homme blanc qui s'est construit sa fortune sur le dos des Africains. La réalité est beaucoup plus complexe, et oui, on le dira jamais assez, l'esclavage était une pratique courante à l'époque et la croissance économique de l'Amérique en a beaucoup bénéficié lors des colonies britanniques et également pendant le début de la République. Cependant, le responsable est assez difficile à pointer du doigt. Certaines personnes aux États-Unis veulent passer ce qu'ils appellent la réparation de l'esclavage ou slavery reparation. Personne ne dit comment le mettre en place, mais en pratique, l'idée est de taxer les blancs pour redonner l'argent aux noirs. Après avoir suivi cette vidéo, vous devriez voir pourquoi est-ce que c'est compliqué. Moi qui suis le premier émigré de ma famille aux US, devrais-je payer pour l'esclavage du 19e siècle dont je n'ai pas bénéficié ? Va-t-on aussi taxer les Amérindiens ? Va-t-on faire payer Barack Obama dont les grands-parents détenaient eux aussi des esclaves ? Merci d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, tonne de liens en description. Likez si ça vous a plu, et si je vous ai trigger, retournez dans votre grotte après avoir laissé votre dislike. Inscrivez-vous si vous voulez pas rater la suite. Vous êtes sur The American Dream, God bless America.